Après les annonces Apple, l'IFA et de manière générale la rentrée de la tech, c'est reparti avec un nouveau lot d'innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Ça fait son retour pour cet épisode. Et puis on a aussi plusieurs sujets autour des boîtes tech, de leur management avec notamment Meta, X et des histoires de procès, de protestations. Un peu de jeux vidéo. Bienvenue dans Tech Café. Vous écoutez Tech Café, votre podcast qui vous informe sur les nouvelles technologies pendant vos temps morts. Nous sommes le 19 septembre 2023. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, je me suis vu mieux, mais bon, on va faire aller. C'est vrai que c'est la question rhétorique en plus. Je te demande comment ça va, et puis bon, parfois on a des petits coups durs au niveau de la santé, et tu es là envers et contre tout. Et alors au passage, Guillaume, quel incroyable épisode tu avais préparé et qu'on a enregistré ensemble sur l'utilisation des modèles de langage. On a eu quelques petits retours, et alors j'invite vraiment nos auditeurs, d'une part s'ils ne l'ont pas écouté, à le faire, parce que je pense vraiment que c'est le genre d'épisode qui peut être très très cool parce que très concret. Et puis j'invite aussi les auditrices et les auditeurs qui l'auraient écouté à nous faire part de leur retour, parce que c'était un peu un nouveau format et je crois vraiment que ça peut vous intéresser. Guillaume vous a expliqué que vous soyez novice, que vous ayez envie de mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis, mais en tout cas si vous souhaitez faire tourner carrément votre propre chat GPT sur vos ordinateurs chez vous, c'est sous condition évidemment, mais vous allez voir que c'est peut-être beaucoup plus accessible que vous ne le pensiez. Donc rendez-vous sur le précédent épisode dans le flux du podcast. Et puis j'ai d'autres retours, alors qui datent un petit peu maintenant parce que les annonces Apple ont un petit peu décalé l'ordre de rythme, de réaction que peuvent avoir nos auditeurs, et je voulais en toucher deux mots. On a eu plusieurs réactions, Guillaume, je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, et je t'en avais pas parlé avant, mais sur les casques avec, tu sais, les conductions osseuses. Notamment Thierry, au fait c'est quoi, qui disait « Salut, les casques à conduction osseuse sont utiles pour les personnes qui ne supportent pas les intras ou qui veulent éviter d'avoir quelque chose sans arrêt sur les oreilles. C'est également utile pour ceux qui sont équipés d'un appareil auditif. » Il y a Carole qui interagit régulièrement auprès de nous, qui nous a très bien, je cite, entendu faire nos remarques plutôt désobligeantes, dit-elle en souriant évidemment, sur les casques à conduction osseuse, parce qu'elle voudrait parler, elle, de son Shox Open Move à condition osseuse, et elle dit qu'elle en avait marre d'avoir toujours des petits trucs dans les oreilles ou des gros trucs sur les oreilles pour téléphoner, pour les visios, pour écouter de la musique et des podcasts. Et elle dit, je l'utilise au quotidien pour vous écouter, pour les, alors donc du coup ça en fait des super appareils, c'est pour vous écouter en plus, pour les appels, pour les appareils, pour les visios. Et elle dit, je le trouve vraiment très confortable, encore plus quand il fait chaud, il est extrêmement léger, on pourrait presque l'oublier. Le son est de bonne qualité, c'est l'environnement n'est pas trop bruyant. Par exemple, si mon robot aspirateur passe à côté de moi, je l'entends pas, il est vieux et bruyant, il m'en faudrait un nouveau, genre autonome et silencieux, dit-elle, mais les bruits ambiants, style embouteillage, fenêtre ouverte du centre-ville de Marseille, sont à peine perceptibles. Bref, un achat que je ne regrette pas du tout. Et puis même Fabrice Neumann sur Mastodon qui me disait Shox, notamment pour le vélo. Bon, Guillaume, peut-être qu'on doit aller très très vite faire un petit mea culpa. Je dis pas tout, hein, parce qu'on a eu plein de retours. On a eu des retours aussi sur Discord. Mais bon, on n'a pas non plus dit que ça ne servait à rien, si je dis pas de bêtises. Guillaume, je me rappelle plus exactement ce qu'on avait dit dans l'IFA, mais les casques de conduction osseuse, t'es d'accord avec moi pour reconnaître qu'il y a des usages? On avait dit que c'était nul. Non. Ah merde. Non. Mais en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que je découvre en fait ce truc-là, parce que... Moi aussi. C'est vrai que ça fait pas partie de mes usages à moi, parce que effectivement, moi quand je suis en ville, j'ai plutôt envie de pas entendre, tu vois, d'être dans ma bulle et tout. Et en fait, la grosse qualité qu'on reconnaît aux conductions osseuses, c'est que justement, tu entends, tu vois, t'as rien dans les oreilles, que justement tu entends autour. Et c'est même effectivement très important. C'est vrai que pour éviter les voitures, quand tu cours, effectivement, tout ça, c'est vrai que c'est des usages qui sont pas forcément les miens. Et du coup, j'avais pas vraiment pensé à tous ces trucs-là. Et c'est vrai que ce qui peut être donc un inconvénient pour moi, le fait qu'on entende parfaitement tout ce qui est autour, ça peut être aussi un avantage dans d'autres cas, quoi. Donc c'est intéressant, effectivement. J'avoue que c'est pas des casques que j'utilise vraiment, donc c'est intéressant de voir de nouveaux usages, bien sûr.
C'est intéressant de voir en tout cas que quand on est, pas au complet sur un sujet, on a vite plein de réactions, donc on sent quand il faut se tenir à carreau. C'est bien, non mais c'est très bien. Et donc du coup ça nous rassure parce que quand on n'a pas de retour, ça veut dire qu'on ne dit que des choses extrêmement pertinentes. Et puis une dernière chose aussi, il y a Guillaume, un autre encore, qui se présente comme étant immigré au Japon. Il a un podcast d'ailleurs, il est présent sur Discord de temps en temps. Alors il dit bonjour, ça faisait longtemps que j'avais pas participé donc sur le serveur Discord. Il dit j'entends vos réactions aux télé étanches. Et alors, il a une explication. Je ne sais pas si tu l'as vu, Guillaume, mais il explique que les personnes asiatiques prennent de longs bains. Et donc, ils y lisent et ils y regardent la télé très souvent. Écoute, je ne sais pas si les télés étanches qui ont été présentées à l'IFA sont destinées à une cible extrêmement, très asiatique et qui est très utilisatrice des télés dans les salles de bain. Mais bon, pourquoi pas? J'ai une petite réserve parce que au Japon, effectivement, on prend nos très longs bains, peut-être, je sais pas, mais on prend aussi des bains chauds. Il faut pas la mettre dans un truc trop chaud parce que je crois que c'est 40 degrés là, avec le truc maximum. Donc, à mon avis, si tu le mets dans un bain chaud au Japon, je sais pas si elle tient. Non, honnêtement, je sais pas. Écoute, peut-être effectivement que ça correspond à des usages pour d'autres pays, voilà. Bon, moi, ça me paraît un petit peu vaseux, quoi, mais bon, après, écoute. Et alors, il achève de nous convaincre sur le fait qu'on n'a peut-être pas la science infuse, Guillaume. Il dit pour le téléphone sac à main, je pense qu'on va le voir au Japon. Bon, peut-être qu'il y avait plein d'usages de l'IFA qui étaient destinés au Japon. Alors ça, pour le coup, même si on le voit au Japon, je suis toujours pas pour. Oui, c'est pas parce qu'on va le constater qu'on encense les usages. Je me dois aussi, avant qu'on termine les retours et les réactions, de vous rappeler que si vous voulez vous aussi nous faire toutes vos réactions, vous avez compris, il y a un serveur Discord sur techcafé.fr/Discord. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Vous pouvez également déposer des commentaires sur techcafé.fr. Il y a des articles qui accompagnent la parution des épisodes. Et puis, un canal très privilégié pour échanger avec nous, c'est la plateforme Patreon, parce que je voulais vous rappeler que Tech Café est disponible gratuitement. C'est un podcast qui est accessible à tous en intégralité. Et par contre, s'il remplit bien son objectif, si vous pensez qu'il vous sert concrètement, s'il vous informe, il vous divertit, si vous dites que vous ne trouverez pas ailleurs de ressources équivalentes sur l'actualité tech, on vous encourage à nous financer à la hauteur de quelques euros par mois. Donc c'est sur patreon.com/techcafé. Vous comprendrez tout en vous rendant sur la page. Et puis en échange, vous profiterez des épisodes sans la pub, du chapitrage avec les différents timecodes qui correspondent aux différentes parties. Et je voudrais en l'occurrence remercier Thorax, Pium, Greg B, Florian Lebrun, Patrick, Benoît Guilbeault, Sébastien Mello, Johan Adjovi, Philippe Carnio et Lotux Punk qui soit nous ont rejoints, soit ont actualisé leur participation. Donc un grand merci à vous tous. Une autre manière de nous faire part de vos avis et de vos remarques, surtout quand c'est positif, c'est les plateformes de podcast comme Apple Podcast. Et il y a Pascal 7613 qui a écrit un avis avec 5 étoiles. Le format idéal, les sujets sont ceux de l'actu, mais documentés, creusés, interrogés comme plus personne ne prend le temps de le faire. C'est avant tout un regard sur le monde actuel, parfois géopolitique, parfois sociologique, entre art science et usage du quotidien à travers le prisme de la technologie. On grandit grâce à eux. Ça fait du bien. C'est mon duo préféré avec leurs qualités et leurs défauts. Peut-être celui de ne pas être exhaustif sur les usages de casques à conduction osseuse, allez savoir. C'est marrant, stimulant et tellement pédagogique. Guillaume P, tu es le slash de la métaphore. Au plaisir de boire un verre avec vous si vous passez à Marseille. On lèvera une armée de chats persans à Stetson ou qui régneront sur le monde. Merci Pascal pour ton avis, ça fait très plaisir. Et donc c'était sur Apple Podcast. Et alors justement, je parle d'Apple Podcast, qui est une plateforme de référence, vous le savez, en matière de podcast, mais c'est une plateforme de référence dans la tech, bien entendu, parce qu'un épisode était dédié aux annonces la semaine dernière avec les copains d'Apple différemment. Et Guillaume, justement, tu voulais peut-être réagir à un volet, alors qui fait beaucoup parler de lui, il y a eu énormément de réactions, peut-être plus que les appareils eux-mêmes, c'est les discours autour de la sauvegarde de l'environnement, de l'écologie, que certains taxent assez rapidement de greenwashing. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de la prestation de Mère Nature ? Oui, de toute façon, il y avait deux sujets dans les réactions, là, un petit peu ces dernières semaines. C'était les casques à conduction osseuse et Apple et le greenwashing, ou pas.
Enfin bon, c'est vrai que voilà, l'événement Wanderlust, hein, donc de la semaine dernière, a un petit peu divisé. Il a même divisé sa mère, divisé sa mère nature, bien sûr. C'est bon. Donc le côté chevalier blanc écolo, bon voilà, bien illustré par la Watch, neutre en carbone, et donc cette fameuse pub avec Mère Nature, donc incarnée par Octavia Spencer. Bon, ok. Apple est-il écolo? C'est une question délicate, hein, donc à laquelle il va falloir répondre de manière nuancée, factuelle et subtile. Bon, autant dire que je vais pas y arriver, donc. Donc déjà, la montre est-elle vraiment neutre en carbone? Alors ça, j'en suis pas sûr, et surtout, c'est peut-être pas vraiment le sujet. Alors, j'ai pas fait ces 7 derniers jours une thèse avec tous les chiffres à l'appui sur le sujet, je vais me contenter des infos que j'ai glanées ça et là. Donc, en gros, pour la montre, l'électricité qui alimente les usines qui la fabriquent serait 100% renouvelable. Ils ont décidé de virer le cuir et utiliser pas mal de matériaux recyclés, mais pas 100%. Alors, sauf pour le cobalt des batteries, apparemment. D'après Apple, l'empreinte écologique de la Watch serait 78% plus faible, donc sous-entendu qu'avant, et pour arriver à 100%, et pour mettre le petit logo vert qui rassure, ils achètent des crédits carbone. Et c'est pour ça que je reste fort prudent. Il y a plusieurs études qui montrent qu'en général, les crédits carbone servent surtout à se donner bonne conscience, quoi. On pourra se reporter à des articles du Times et du Guardian, entre autres. Et pour ce qui est de rendre 100% neutre les autres produits de la marque, ça va être une autre paire de manches quand même, ne serait-ce que par leur taille, quoi, et donc la quantité de matériaux recyclés qu'il va falloir trouver. Alors je sais qu'il y a Daisy, le robot qui désassemble les iPhones, tout ça, c'est très bien, elle va avoir du boulot Daisy, et bon, il y en a pas partout, donc faut transporter les appareils et tout, ça fait une source de trucs en plus. Et puis si tu veux être carbone neutre, il faut l'être sur toute ta chaîne, toute ta très très longue chaîne de fabrication, sous-traitant compris. Donc c'est compliqué, je demande d'avoir, mais après tout, bon, Apple a les moyens pour le coup, Et il faut être juste aussi et reconnaître qu'Apple fait des efforts et qu'il est en avant sur la concurrence. Il a fait d'énormes investissements dans l'énergie renouvelable. Il recycle dans les 40 000 tonnes d'appareils par an. C'est beaucoup plus que les autres, que Samsung en particulier. Ces appareils sont soutenus au niveau software pour un temps qui est quand même relativement long par rapport à la concurrence. C'est quand même pas trop mal. Après, bon, de l'être adoubé par Mère Nature, là ça me gêne. En fait, cette pub m'a mis le malaise. Parce que, je sais pas, déjà, de quel droit tu fais parler Mère Nature en ta faveur? Je veux dire, pour qui tu te prends? Nous, la nature, elle nous connaît, on est potes, elle nous a à la bonne, mais quoi, ça va, ouais, je veux dire, tu fais un bowling avec Dieu le jeudi aussi, tu fais quoi? Mais au-delà du melon, le malaise vient du message sous-jacent un petit peu, que cette pub et cette montre aussi carbone neutre amènent, c'est aussi le message, d'ailleurs, qui est véhiculé par Tesla, d'une autre manière, et ce message est tout simple, c'est ne changez rien, surtout ne changez rien. Cette nouvelle Apple Watch, elle a aucune raison d'exister en vrai. Elle apporte rien par rapport à l'ancienne. Les iPhone 15 eux-mêmes sont pas particulièrement excitants, mais bon, ils ont été fabriqués parce que il faut bien que tous les ans, Apple, comme tous les autres, je suis d'accord, comme tous les autres, sortent un nouveau modèle. Or, c'est quand même un vrai souci, même peut-être le vrai souci, il est là, considérer la technologie comme de la fast fashion. Tu vois, j'en change parce que j'en ai envie, parce que ça me prend, et puis c'est très favorisé par un rythme de renouvellement annuel obligatoire, et tous ces appareils sont présentés comme tellement désirables, voilà, t'as plus envie de ton machin tout vieux, c'est normal. Et bon, un truc qui soulagerait vraiment Mère Nature, c'est de pas sortir un nouveau téléphone par an, probablement avec des améliorations à la marge surtout. Mais bon, le message là c'est quoi? Tu vois, le message avec cette pub c'est pas grave, t'inquiète. Tu peux acheter, on s'occupe de tout, c'est carbone neutre. Surtout, toi, tu changes rien à ton mode de vie, tu consommes. De toute façon, c'est gratuit pour la planète. C'est gratuit pour la planète. C'est ça que nous dit la pub en réalité. Apple est écolo, si vous achetez Apple, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Même Mère Nature, elle est d'accord. Ben non, tu vois, ça me plaît pas trop. C'est une philosophie qui nous envoie dans le mur. C'est une philosophie enfin, tu vois, bon, voilà. À mon avis, ça nous envoie dans le mur. Et Mère Nature, elle est en train de nous mettre des coups de pied dans les couilles pour essayer de nous faire comprendre. Mais bon, apparemment, ça marche pas trop. Ouais, on l'a dit d'ailleurs dans l'épisode, je pense que le produit pour lequel c'est le plus emblématique, et on a été assez unanime avec Matt et Audrey dans ce retour-là, mais même nous, j'allais dire, c'est sur l'Apple Watch Ultra série 2, enfin pas série 2 d'ailleurs, l'Apple Watch Ultra 2, qui vraiment, pour le coup, a vraiment aucune raison, encore moins peut-être que les autres, d'exister. Alors d'aucuns pourraient te contredire sur les évolutions incrémentales qu'il y a sur les produits. On pourrait aussi voir l'autre côté du verre et de son remplissage en disant que c'est des itérations et qu'on est peut-être ils sont pas justement en train de te présenter des grands changements, mais je souscris quand même assez dans ce que tu dis et le fait de présenter des appareils pareils tous les ans, ça fait plaisir en tant que consommateur, on est satisfait, mais quand tu regardes dans l'ensemble, c'est sûr qu'il y a une
forme de gêne à trouver. Que podcaster tech aussi, je veux dire, on n'existerait pas si la tech était pas ce qu'elle est. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une véritable dissonance entre ce qu'on aimerait et ce qu'on est finalement. T'as raison. Je veux dire, si la technologie évolue aussi vite, c'est parce que elle se vend aussi. Je veux dire, il faut énormément d'argent pour innover. Et cet argent pour innover, on le trouve en vendant énormément de trucs. Et donc, évidemment, en sortant tout le temps des produits, en renouvelant tout le temps les gammes pour que les gens ils achètent toujours plus. Et si on est là, c'est aussi parce que ça évolue très vite et qu'il y a un renouvellement constant. Et donc, on est là pour ça aussi. Et quelque part, on fait partie du problème. Enfin, j'en ai conscience, et parfois douloureusement d'ailleurs. Je pense quand même que parmi l'éventail des médias, je prends les médias dans leur ensemble qui parlent de tech, probablement que la manière qu'on a d'amener l'information et les regards qui ne manquent pas de piquant sur les consommations me permettent d'être peut-être un peu plus tranquille et un peu plus serein que d'autres médias. Mais tu as raison, ce serait dévaloriser l'impact qu'on peut avoir tous autant qu'on est, quoi. Nous, on n'essaie pas, disons, de vendre des trucs directement. Exactement. C'est déjà ça, mais bon. C'est pas évident toujours. Mais même, tu sais, à des toutes petites échelles, quand on parle, même sans parler d'ailleurs de tech, dans Real Life avec Matt, ça a pu nous arriver de parler d'autre chose que tech, encore heureux, notamment d'yerba maté, cette herbe à consommer. Non, c'est pas à fumer. Ça remplace un peu le thé quelque part ou le café dans une consommation quotidienne. Mais même ça, on s'était rendu compte avec Matt que simplement de parler, de faire un retour d'expérience sur ce type de truc, on voyait qu'il y avait des échos de la part des auditeurs qui, eux aussi s'y mettaient, et très directement parce qu'on en avait parlé. Le rôle de l'influence, le rôle de la publicité est énorme. Il semblerait que, je sais pas si c'est des chiffres qui pourraient vraiment être confrontés avec plein d'études, mais il y a une étude de Deloitte, Guillaume, qui indiquerait que 1 euro de communication génère grosso modo 8 euros de PIB. 1 euro de communication et de publicité générerait 8 euros de PIB, ce qui me semble incroyable, mais finalement peut-être pas si énorme que ça, quoi. Enfin, c'est peut-être pas si surprenant que ça. Pour terminer, peut-être sur les retours sur Apple, parce qu'on a vu plein de choses, je vais lister je vais prendre une minute peut-être pour lister plusieurs choses et y réagir, parce que ça me tenait à cœur aussi. Effectivement, c'est clairement une incitation à consommer que de parler d'une nouvelle évolution tous les ans, et il serait peut-être crédible s'il réduisait la voilure, mais évidemment c'est difficilement compatible avec le rythme commercial et le rythme surtout de la bourse. Il y a évidemment des avantages économiques dans les discours écologiques qui sont portés par Apple sur la place occupée par les produits, sur le fait que, typiquement, si vous envoyez plus de produits, oui, le produit, il génère moins de carbone en transport individuellement, et évidemment, vous y avez un avantage économique. Là, j'allais dire, et alors, à la limite, si on peut avoir des avantages économiques et écologiques, tant mieux. Le fait d'utiliser de l'aluminium recyclé, comme ils le prétendent pour l'Apple Watch Series 9, c'est évidemment très bien, mais ça consomme aussi de l'énergie, et il ne faut pas s'imaginer que comme ça, en claquant des doigts, on a de l'aluminium recyclé. On peut aussi les taxer au passage de quand même pas être encore très réparables. Alors oui, ils s'améliorent, mais les produits Apple sont pas les plus réparables du monde, et probablement qu'il y aurait un impact fort en gagnant fortement en réparabilité, mais ça va dans le bon sens. L'USB-C auquel ils se sont pliés pour des raisons d'obligation légale, j'allais dire après tout, tant mieux si c'est la force du poids de l'Europe notamment qui les a amenés à ça, et qu'ils en tirent des lauriers entre guillemets. Après tout, tant mieux. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Il y a eu des remarques aussi, notamment sur Discord, de personnes qui critiquaient. Alors, c'était dans les commentaires sur techcafé.fr qui critiquaient Apple sur le fait que le bootloader était verrouillé et que d'anciens appareils pouvaient pas être vraiment réutilisés, qu'on pouvait pas prolonger leur durée de vie. Alors oui, c'est vrai, probablement qu'il y aurait un mieux à faire là-dessus. Pour autant, les iPhones sont pas les produits qu'on jette le plus vite à la poubelle. Donc voilà, il y a plein de réactions, et tout ça est en nuance, et vous aurez compris qu'il est très compliqué d'avoir une affirmation complètement totale dans un sens ou dans l'autre sur Apple, mais c'est très bien que tu aies pu nuancer ce sujet. Il y a plein d'articles qui parlent de cette position-là du côté d'Apple, Frandroid, Presse Citron, bref, tout le monde en parle. Guillaume, je te propose qu'on mette de côté ces réactions multiples et variées sur les sujets qu'on a abordés dans Tech Café si on veut pas un épisode de 4 heures. Et on va plutôt parler sans autre forme de procès de gros modèles, parce que l'actualité, elle est aussi très chaude sur ce sujet-là. Et tu voudrais nous parler, alors c'est pas un produit de nettoyage, Guillaume, mais tu voudrais nous parler de Ajax. C'est un truc qui a pas laissé de traces à la keynote d'Apple, cet Ajax. C'est logique en même temps, bien sûr. Donc Apple n'a pas parlé une seule fois d'IA à la keynote. Alors même que son processeur A17 Pro annonce doubler la capacité de calcul de son NPU. La puce qui est de la NPU, le Neural Processing Unit, la puce qui accélère ce type de truc.
Donc Apple travaille sur l'IA pourtant, on le sait, hein, via The Information, on sait qu'il possède son propre chat GPT personnel, hein, qui s'appellerait Ajax. Ils en ont parlé sous l'angle des usages pour te dire que, par exemple, le traitement de Siri se faisait en local et n'avait plus besoin d'être envoyé sur le cloud. Bon, c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on avait déjà entendu ça sur de précédentes versions d'appareils et on est sur d'autres sujets. C'est pas de l'IA générative, évidemment, mais bon. Oui, voilà, il n'y a pas d'IA générative en particulier. Ils n'ont pas annoncé que Siri allait pouvoir discuter avec toi comme ChatGPT. Alors qu'Ajax, justement, serait au-dessus de GPT 3.5, il ne serait pas au-dessus de GPT 4, mais en tout cas, il se défendrait. Il y aurait dans les 16 personnes qui travailleraient sur les modèles de langage chez Apple, il y aurait des millions qui seraient dépensés par jour pour les entraîner. Ce serait une équipe qui serait donc dirigée justement par John Andrea, qui est le boss IA chez Apple et qui est en charge d'améliorer Siri. Mais Apple a aussi d'autres équipes qui travaillent sur d'autres modèles. Par exemple, des modèles de vision, des modèles multimodaux, etc. Donc, ce serait pas étonnant qu'Apple sorte à terme une version de Siri qui soit surboostée avec un modèle de langage, hein, et d'après The Information, un tel Siri pourrait non seulement discuter avec toi comme ChatGPT, mais aussi agir sur le téléphone et agir sur les données qui s'y trouvent. Donc Siri deviendra en fait un agent capable de comprendre les objectifs, de les diviser en sous-objectifs, et d'exécuter tout ça tout seul, et pour probablement aussi d'aller chercher les données dans le téléphone, etc. Et tout ça, c'est pas sans rappeler CoInterpreter et OpenInterpreter d'ailleurs. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'apparemment, les leaders d'Apple préféraient exécuter ça en local. Donc là, c'est autre chose que d'exécuter Siri en local. Donc, c'est-à-dire sur le téléphone. Hein. Et donc ça permettrait évidemment de ne pas avoir besoin de cloud, donc de connexion permanente, et surtout, aucune donnée n'aurait besoin de sortir de l'appareil. Et c'est quand même mieux pour la vie privée, et c'est toujours un très gros argument de vente de la marque, donc ça se comprend. Ouais. Ajax pèserait quand même, à l'heure actuelle, 200 milliards de paramètres, ce qui le rend impossible à exécuter sur un iPhone, même compressé. Mais par contre, il doit exister diverses tailles. Et je suis sûr qu'il y a pas mal d'expérimentations en interne pour savoir ce qui marche ou pas en local. Donc à terme, Ajax, ou en tout cas un de ses dérivés, pourrait devenir un des premiers à ouvrir le bal comme ça des IA personnelles, vraiment des IA personnelles qui sont intégrées directement à l'OS du téléphone et qui vous assistent pour un petit peu tout. Donc la promesse originale des assistants, en somme, en fait, c'était vraiment ça à l'époque. Les assistants, quand ils sont sortis, c'est un petit peu ce qu'ils promettaient. Donc là, on est quand même sur une version 2.0, un véritable truc de science-fiction. Il y aura probablement un retour en force des assistants bientôt. D'ailleurs, il y a Panos Panay qui quitte Microsoft, là, c'est tout frais, pour aller chez Amazon. Donc il va y venir le chef du hardware, et superviser l'évolution d'Alexa. J'avais même pas suivi ça, c'est fou. Des échos. Et ça vient de tomber, donc c'est un gros changement, parce que Panos était le responsable de Windows et de Surface chez Microsoft. Il y travaillait depuis 20 ans, et là il passe chez Amazon pour aller superviser Alexa. Donc ouais, il doit y avoir probablement un gros retour des assistants. C'est incroyable ce que tu me dis. C'est vrai que j'ai vraiment cette image de Panos Panay qui présente les smartphones Microsoft, Surface, là, etc. Je l'apprends pendant que tu le dis, donc très impressionnant. On continue avec les intelligences artificielles, notamment du côté de chez Google, Guillaume. Écoute, puisqu'on est dans la section du futur, le turfu, là, on peut continuer avec Gemini. Donc Gemini, c'est le futur modèle de Google qui va tenir la dragée haute à GPT-4 a priori. Alors GPT-4 qui se préparait lui-même à répondre, bien entendu, parce qu'ils savent bien qu'il va y avoir de la concurrence, donc il prépare une réponse, et finalement cette réponse, ce serait probablement le déploiement massif de GPT Vision, c'est-à-dire la partie multimodale qu'on nous avait promise au début, en fait, quand ils ont dévoilé GPT-4, il y a un an, peut-être, ou 6 mois peut-être. Donc c'est qu'une rumeur à ce stade, mais enfin ça se tient. La sortie de Gemini semble se rapprocher, puisqu'il y a un petit groupe d'entreprises qui ont déjà accès à une version préliminaire, une version qui serait pas la plus puissante d'ailleurs. Gemini, c'est toute une collection d'IA en réalité, qui regroupe non seulement un chatbot, mais aussi un générateur d'images, un modèle multimodal, etc., etc. Donc Google veut revenir dans la course. Palm 2 n'a pas vraiment réussi à combler l'écart finalement avec OpenAI. Et GPT-4 reste la cible à abattre pour absolument tout le monde, et pour Meta aussi. D'ailleurs, Meta a annoncé à demi-mot qu'il y avait un Llama 3 en préparation, et qu'il serait aussi open source. Bon, la genèse de la famille des Llama était complexe, il a fallu se battre apparemment pour la puissance de calcul. Mais bon, désormais, ce sont des modèles qui sont extrêmement populaires, extrêmement puissants, et la prochaine étape, ce serait de dépasser GPT-4, tout simplement. Donc Llama 3 surpuissant pourrait arriver en cours d'année prochaine. Et après, une fois que GPT-4 sera mis au tapis par un Gemini ou par un Llama, qu'est-ce que nous réserve le futur ? Bon, écoute, en ce moment, il y a Mustafa Suleyman qui se pointe un petit peu partout pour l'expliquer. C'est simple, je retrouve partout sa tronche, elle est partout sur YouTube, c'est insupportable. Alors, Mustafa, c'est qui ? C'est le cofondateur de DeepMind, un des cofondateurs de DeepMind, et aussi d'Inflection AI.
Et son truc, lui, c'est c'est ce qu'on pourrait appeler des agents, son truc. Lui, disons que lui, c'était lui qui avait proposé une sorte de nouveau test de Turing. C'est que le test de Turing, ça suffit plus, parce que maintenant, tu discutes avec une IA, tu sais plus si c'est une IA ou un humain, quoi. Donc maintenant, le test de Turing ne suffit plus. Donc lui, il propose un test où on testerait en fait la capacité de l'IA à faire du pognon. C'est-à-dire qu'on lui donne $100,000, et puis on voit si elle arrive à faire du profit en fabriquant des merdes en plastique à dropshipper, quoi. C'est tellement américain que ça en pique le nez comme idée, c'est vraiment... Ouais. Et donc, plus fort que l'intelligence, mesurer la capacité à faire du fric, ça c'est pas mal. C'est exactement ça. Et donc Mustapha, on trouve un futur effectivement où chacun aurait une intelligence personnelle de poche qui pourrait faire plein de trucs à sa place, prendre des décisions, agir directement. Donc en gros, c'est ce qu'on entrevoit avec futur Siri, hein, qui serait aussi des versions super évoluées des baby AGI, des trucs qui font déjà des agents à base de GPT-4 avec ça, des expérimentations, hein, qui restent des expérimentations pour l'instant, mais qui évoluent petit à petit. Donc c'est des IA qui créent des plans et qui les exécutent en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, si un futur où les IA sont lâchées en masse, prennent des décisions et agissent toutes seules vous inquiète un petit peu, Mustapha insiste aussi sur le fait qu'il faut réguler le secteur. D'ailleurs, il est sur ce point vraiment très optimiste, mais genre vraiment très optimiste. Parce qu'il dit juste on fera pareil qu'avec Internet, quoi. Je veux dire, le net, ça laisse pas se réguler. Et puis bon, l'IA, c'est juste une autre composante de ces régulations. Bon, il dit aussi dans l'interview que on a fait du bon boulot pour réguler le spam, le revenge porn, les arnaques, la circulation de drogue, d'armes sur Internet, on a fait du super boulot pour ça, donc il n'y a pas de raison. Alors que, en fait, si, il y a des raisons de s'inquiéter, parce que non, hein, tous ces problèmes, ils sont toujours là, et ils empirent d'année en année. Alors bon, moi, tu sais, je suis un petit peu pessimiste sur les bords. Hein. Et ça ressemble à une réaction du style « Oh, ça pourrait être pire quand même ». Donc, vous voyez, c'est pas si mal. Si vous aimez les modèles de langage et si jamais encore une fois le nombre de paramètres, là Guillaume évoquait tout à l'heure 200 milliards de paramètres, vous avez envie de mieux vous l'approprier, vraiment écoutez l'épisode précédent, je pense que vous aurez toutes les raisons de mieux comprendre comment ça marche. On continue avec un sujet qui est assez emblématique quand on parle d'intelligence artificielle générative. On vous avait relayé, et ça a été beaucoup là aussi relayé dans la presse, et pas que tech d'ailleurs, mais d'une œuvre qui avait gagné un concours de peinture et cette œuvre avait été réalisée avec Midjourney. Alors c'était pas simplement un prompt qui avait réalisé une image, ça avait fait l'objet de tout un travail si on écoute l'auteur de cette image qui avait beaucoup travaillé son prompt, qui avait généré plusieurs prompts, il y avait eu du traitement sur l'image, donc voilà, il y avait un vrai travail, mais c'était assez emblématique parce que c'était la première fois qu'on avait une concrétisation d'une œuvre qui était reconnue par sa qualité et qui à côté de ça était générée par intelligence artificielle. Alors tout de suite, s'était posé la question de la propriété intellectuelle, Guillaume. Oui, ça s'appelait Théâtre d'opéra spatial. C'était généré par Midjourney. C'était en août 2022. On en avait abondamment parlé. D'ailleurs, c'est une image qui fait un petit peu datée maintenant. Quand tu vois ce que pendant les derniers modèles, c'est marrant. Mais est-ce qu'elle fait un peu datée parce qu'on l'a beaucoup vue ou parce qu'elle avait sa patte Midjourney de l'époque? On va dire que c'était son style, exactement. Tout à fait, c'était un style. Dans tous les cas, oui, il a essayé de la déposer au bureau des copyrights et s'est fait bouler. Il s'est fait bouler encore tout récemment. Bon, parce que le bureau du copyright américain ne veut pas, il insiste pour que les portions générées par l'IA soient signalées explicitement. Et que donc, Jason Allen, hein, qui est son auteur, reconnaisse qu'elles ne sont pas sa création. Et donc lui, effectivement, il a généré sous Midjourney. Bon, il a dû générer 600 images, il en a pris celle qu'il préférait, puis il a retouché sur Photoshop, mais c'est vrai que du coup, toute l'image est synthétique, tu vois, parce que bon, c'est un peu, ça a l'air un petit peu difficile de pointer si ceci ou cela est synthétique et le reste non. Donc Allen va insister encore parce que, selon lui, le bureau émet un jugement de valeur sur les outils IA. Et bon, alors c'est pas la première fois qu'une œuvre est rejetée comme ça, on se souvient de Zarya of the End aussi, mais Allen finalement joue la montre parce que il sait bien que le nombre d'œuvres qui sont plus ou moins générées entièrement par des logiciels va exploser, et que la position actuelle du bureau de copyright, elle est difficile à tenir. C'est assez précaire, parce que s'ils veulent qu'on indique la partie qui est synthétique, comment tu fais? Parce que la plupart du temps, finalement, tout est généré. Et même si tout est généré, même si tout est synthétique, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, tu vois. Parce que c'est pas forcément juste un prompt, comme tu disais. Bon, là, voilà, à l'époque, en fait, d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'outils qu'aujourd'hui. Les outils étaient beaucoup moins complexes qu'aujourd'hui, et du coup, c'est vrai que c'était souvent un prompt. Il fallait faire du prompt engineering, sélectionner la bonne truc, et puis après, tu retouchais avec des trucs normaux, quoi. Enfin, je veux dire, avec Photoshop. Aujourd'hui,
C'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut avoir des images de base qui sont générées avec des images guides, qu'on utilise des contrôles nets, on peut choisir parmi des dizaines ou des centaines de trucs, on peut faire de l'in-painting dessus, on peut itérer avec du image to image, ça peut prendre des heures, mais au final, toute l'image est quand même synthétique. Tout est synthétique tout le temps, et même plusieurs fois. Mais donc, finalement, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est pas quand même une œuvre, et est-ce qu'on peut la protéger ou pas? Bon, c'est une question compliquée, qui est importante, et qui est importante pour beaucoup d'artistes qui utilisent ces outils. Parce qu'on entend beaucoup ceux qui sont super contre tout ce qui est génératif, mais il y a aussi plein de pros qui trouvent ça cool, et qui voient pas pourquoi ils devraient pas utiliser ces nouveaux machins. Et il y a même une lettre ouverte qui a été déposée au Congrès par un collectif de 163 artistes à date, qui dit en substance que ces nouveaux outils sont importants et qu'ils voudraient bien participer à l'élaboration des règles qui vont les encadrer, eux aussi. Et donc on peut lire dans la lettre qu'ils considèrent que les IA génératives sont juste un nouvel ensemble d'outils qui permettent à plus de gens de créer de l'art, comme d'autres innovations ont permis de démocratiser l'art à travers l'histoire. Ils disent aussi que le domaine est souvent mal présenté, qu'on a juste l'impression qu'il suffit d'écrire quelques mots et c'est bon, et qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que pas mal d'artistes ne touchent pas à ces outils juste par peur de se faire lyncher par leur communauté. Bon, après évidemment il reste le problème du copyright qui demeure complexe au niveau du dataset, pour la création du modèle, etc., etc. Tout ça n'est pas encore tranché, mais bon voilà, c'est en cours. Ce qui me fait rire, c'est quand tu décris cette époque en disant justement à l'époque. C'était en 2022. Moi, ça me fait rire. À l'époque et aujourd'hui. Il y a un an seulement. Bon, et puis de toute façon, des procès, on va en voir fleurir, Guillaume, en matière d'intelligence artificielle. Oui, de fait, l'avenir des IA se joue plus peut-être devant les juges que devant les politiques en ce moment. Après le collectif Sarah Silverman, il y a un autre groupe d'auteurs qui attaque OpenAI. Donc il y a David Chabon, David Eng... Bon, je vais pas faire semblant de les connaître. D'autres gens, donc, et aussi affirment que ChatGPT a été entraîné sur leurs écrits, ce qui est très probable, et que ça donne donc la capacité à ChatGPT de les plagier à la demande. Donc il y a près de 10 000 auteurs qui ont signé une pétition pour demander à OpenAI, et aussi à Microsoft et à Meta, de demander le consentement des auteurs pour entraîner leurs modèles sur leurs œuvres, bien sûr, les rémunérer aussi, pour, s'ils les utilisent. Donc ces procès à répétition pourraient dissuader certains d'utiliser les outils de génération de texte. Alors Microsoft prend les devants et il fait exactement comme Adobe, c'est-à-dire qu'il va protéger ses utilisateurs contre les traquages juridiques. Comme Adobe, il va prendre en charge les attaques en violation de copyright. Donc pour les textes qui ont été créés, comme Adobe prend en charge les violations de copyright pour les images qui sont créées par Firefly. Donc Microsoft va faire la même chose pour le texte généré par Copilot, par les divers copilotes, donc en particulier là on parle de Office 365. Donc si vous êtes attaqué parce que vous avez généré avec Word un truc qui ressemble un petit peu trop à du Harry Potter, c'est Microsoft qui sera responsable légalement. C'est lui qui se prendra le procès, c'est lui qui paiera si jamais il perd. Et c'est une espèce de protection juridique intégrée, quoi. Ouais, c'est exactement comme Firefly, Adobe fait bouclier, là Microsoft va faire bouclier. Donc c'est à la fois une initiative qui est très rassurante finalement pour les utilisateurs, et qui est aussi un coup bas pour tous les modèles de langage open source, parce que comme avec les images, bien sûr, vous pouvez pas vous réfugier derrière papa si on vous attaque. Ouais, je pense qu'effectivement, ça va être un argument de poids pour les entreprises notamment, et ceux qui vont l'utiliser dans le cadre de leur métier. On va voir évidemment comment ça évolue. On continue, Guillaume, avec l'intelligence artificielle. Oui, une petite revue d'articles sur le thème « Moins c'est mieux ». Alors, donc le deep learning, c'est du big learning, surtout. Les modèles, c'est des dizaines, des centaines de milliards de paramètres. C'est entraîné sur des téraoctets de textes, d'images. Voilà, c'est des calculs monstrueux sur des puces qui coûtent un rein. Ne serait-ce qu'à louer, même d'ailleurs dans le cloud. Il faut donc trouver à faire moins, mais bien, quand même. Et ça, c'est un sujet qui devient très important quand on commence à évoquer les IA embarquées, en plus. Dans les téléphones, par exemple. Mais aussi, pourquoi pas dans les voitures, etc. Alors, il y a 3 articles sur les possibilités de réduire la taille des modèles et celle des datasets et la puissance de calcul nécessaire. Donc je vais faire une petite revue parce que c'est assez intéressant. Le premier, c'est la suite d'un article dont j'avais déjà parlé, c'est aussi pour ça, c'est un follow-up. L'article, c'était Tiny Stories. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais parlé d'un modèle de langage tout petit, minuscule, mais qui était capable de générer du texte cohérent, et en particulier des histoires pour enfants. La clé, c'était de réduire au maximum le vocabulaire et le domaine d'expertise du modèle. Donc en le faisant lire des trucs pour bébé, on le faisait parler comme un bébé. Et on avait néanmoins un modèle fonctionnel qui était 10 000 fois plus petit que GPT par exemple. Alors à la suite de ça, les chercheurs sont allés un petit peu plus loin avec un modèle qu'ils ont appelé Phi. Donc c'est un modèle plus gros, mais qui est tout de même pas très très gros, c'est 1,3 milliard de paramètres, donc c'est quand même, ça reste compact et accessible à des téléphones par exemple.
Et lui aussi, il avait un domaine de connaissances qui était très spécifique, c'était Python. On avait vraiment forcé sur le Python et pas trop sur le reste. Et du coup, Phi était très fort en Python. Il tenait la dragée haute à des modèles 100 fois plus gros. Et cette fois, ils sont allés encore un peu plus loin en faisant Phi 1.5. Cette fois, c'est un modèle de langage général, qui a priori donc peut parler de tout, et pas que de Python. Phi 1.5, il n'est pas plus gros que Phi, donc il reste vraiment compact, mais il montre des capacités qu'on pensait réservées à des modèles beaucoup plus gros, et qui est d'une qualité comparable à des modèles 5 fois plus gros. Et le secret, c'est qu'ils l'ont entraîné uniquement sur des données de très bonne qualité. C'est comme si on l'entraînait uniquement sur des livres qui ont eu le prix Goncourt, quoi. Tu vois, vraiment que des trucs top niveau, au lieu de l'entraîner sur tout Reddit, n'importe quoi. Bon, voilà, on sélectionne que des trucs de très bonne qualité. Et donc, c'est une preuve que la pure taille ne fait pas tout et qu'il y a encore à gagner en améliorant la qualité du dataset. Et il y a un autre article qui va aussi dans ce sens, en systématisant un petit peu ça. Donc l'idée, c'est de voir comment varie la qualité du modèle quand on élimine une partie du texte du dataset, donc du set d'entraînement. Du texte d'entraînement. Ce qui est fou, c'est que même quand on vire 60% des données d'entraînement, le modèle peut être meilleur que si on laisse tout. C'est génial. Et alors il faut prendre garde à ce qu'on vire, évidemment, il ne faut pas virer n'importe quoi, et ils ont trouvé des moyens de mesurer l'intérêt, l'efficacité des données. Pour super simplifier, si tu vires beaucoup d'exemples faciles, tu altères pas la qualité du modèle, voire tu l'améliores, parce qu'il va du coup s'entraîner sur une plus grande proportion d'exemples difficiles. Et l'entraînement, ça se fait sur des exemples, donc c'est un petit peu ça l'idée. C'est tu vires les exemples faciles parce qu'ils servent pas à grand chose en fait. Alors, concrètement, qu'est-ce que veut dire facile ou difficile? Ça dépend de ton instrument de mesure. Par exemple, on peut prendre la perplexité. Donc au plus elle est haute, c'est-à-dire au plus il y a de surprises, en quelque sorte, dans le texte, plus ce sera efficace pour l'apprentissage du modèle. Et pour finir, exécuter un modèle de langage, c'est très coûteux en mémoire et en temps de calcul. Surtout parce que, en temps de calcul en particulier, parce qu'on exécute toujours l'intégralité du modèle. On fait les calculs avec tous les poids du réseau de neurones. Donc s'il y a 1,4 milliard de paramètres, on est forcé de faire 1,4 milliard de calculs, forcé. Et il y a pas mal de recherches sur, justement, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter ça. C'est-à-dire pour utiliser que les neurones pertinents pour la tâche qu'on est en train de faire. Et ça, c'est l'idée du mélange d'experts, que selon les rumeurs, par ailleurs, OpenAI utiliserait pour GPT-4. Alors l'idée, c'est de créer des modèles spécialisés. Alors je sais pas, un qui est spécialisé dans la biologie, un autre qui est spécialisé dans le droit, etc. Et quand on pose une question de droit, pas besoin d'appeler le gars qui connaît la bio, tu vois, on va prendre le bon expert. Alors l'idée, ce serait d'automatiser ça. Parce que c'est pas évident, il faut qu'il y ait une sorte de routeur. Et ce routeur, en fait, c'est un autre réseau de neurones. Donc c'est une autre petite IA. Espèce de load balancer, mais pour... C'est ça, un routeur, c'est ça. C'est une petite IA à qui on apprend à quel expert faire appel dans quelle situation. Donc à quel expert il faut s'adresser. Un modèle complet, donc ce sera un mélange d'experts. Donc ce serait des gros réseaux qui seraient entraînés sur pas exactement les mêmes données, mais qui partagent quand même certaines choses, et un routeur qui choisit et active uniquement l'expert qu'il faut. Il y a des pistes pour créer des réseaux de neurones modulaires, donc ça s'appelle les modules formeurs, dans l'article que je relais, mais il y a même d'autres idées. L'idée, c'est de créer des modules experts, qui sont en fait des modules, et des routeurs qui apprennent eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Et en prime, on peut éliminer ou rajouter des modules en cours de route. Et après, il faudra juste réentraîner un peu le routeur, et c'est bon. Comme le routeur est relativement petit, ça coûte pas très cher. Donc les chercheurs ont créé MOLM, qui est un modèle, c'est plusieurs modèles de 4 et 8 milliards de paramètres, qui sont pas très remarquables, très honnêtement, en ce qui concerne leur qualité, puisqu'ils sont compétitifs avec des modèles qui sont 2 ou 3 fois plus petits qu'eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que MOLM, en fait, il a des experts qui font 700 millions de paramètres. Donc, sur les 4 milliards que fait un modèle MOLM, tu actives jamais les 4 milliards simultanément. Tu actives que les 700 millions qui t'intéressent. Et du coup, même si en termes de mémoire pure, c'est pas terrible, parce qu'il faut quand même avoir les 4 milliards de points en mémoire, mais comme il active jamais tous les neurones à la fois, ils sont quand même 2 fois plus rapides à donner leur réponse que les modèles qui sont compétitifs. Donc on voit qu'il y a quand même bien une marge de progression là-dessus, qu'il y a encore beaucoup d'innovations, il y a encore plein d'innovations qui attendent, et qu'on aura toujours des IA qui seront toujours meilleures et toujours plus petites encore dans les années qui viennent. Avec un souci d'optimisation, une espèce de philosophie autour du minimalisme qui est quand même assez rigolote à relever et qui fait sens. On parle évidemment souvent des intelligences artificielles génératives au niveau du texte, mais on commence de plus en plus à parler, que tu l'as dit tout à l'heure, de multimodalité. Et puis il y a un domaine qui va sans doute continuer à se développer à vitesse grand V, c'est celle de la gestion du son, Guillaume.
Bah oui, on parle beaucoup de génération de texte et d'images, mais les IA savent aussi faire du bruit. Hein. Il existe déjà d'ailleurs quelques services pour créer de la musique. Et Stability AI viennent de sortir Stable Audio, qui n'est ni plus ni moins que Stable Diffusion pour la musique. Donc c'est un modèle de diffusion aussi, hein, qui a été entraîné sur 800 000 morceaux de la base de données AudioSparks, soit la majorité de son catalogue d'ailleurs. Dans AudioSparks, c'est un truc qui met à disposition 1 million de morceaux pour tous les usages. Donc c'est la musique qui power Hollywood, comme ils disent, c'est marqué sur le site. Donc c'est vraiment, il y a des chansons, des musiques dramatiques, tout ce que vous voulez. Donc je suppose que les problèmes de licence ont été réglés en amont avec AudioSparks, hein, pour le coup. Donc Stable Audio produit des morceaux de qualité CD directement et de longueur à peu près arbitraire. Enfin, j'ai l'impression. En fait, la version gratuite permet 45 secondes et la version pro 1 minute 30, mais il existe une version entreprise qui pourrait permettre encore plus. L'usage commercial est autorisé si vous payez à partir de $12 par mois. Alors pour l'instant, on peut essayer Stable Audio gratuitement sur le site. Hein. Il est possible que le modèle, ou une version du modèle, en tout cas, arrive en open source et soit utilisable en local d'ici quelques semaines, mais après ma connaissance, c'est pas encore le cas. Donc Stable Audio, c'est la même chose que Stable Diffusion, c'est le même processus de diffusion, mais au lieu de le faire pour des images, il le fait pour des... en fait, il fait du bruit, qui diffuse sur du bruit, mais sur du bruit en une dimension, quoi. Le modèle pèse d'ailleurs à peu près le même poids que le Stable Diffusion original, il fait 1,2 milliard de paramètres, et il peut tout générer. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur les démos, hein, des musiques épiques pour les films, des titres électro, du death metal. Il peut générer aussi des solos instrumentales si vous lui demandez, ou des effets sonores, comme un restaurant bondé ou un avion. Il suffit de l'écrire, quoi. Il suffit de demander. Donc c'est vraiment... et ça produit de l'audio directement de haute qualité. Alors, ce qui va peut-être poser question d'ailleurs aux plateformes musicales, parce que quand tu réfléchis 12 € par mois, si jamais tu génères une quantité ahurissante de morceaux que tu publies sur les Spotify et compagnie, j'imagine que tu peux vite rentabiliser ça à coût de 12 € par mois. Tu vois, tu peux vite avoir plus de 12 € de revenus. Donc, il y a tout de suite un loup qui se soulève quand même. Spotify pourrait avoir les mêmes problèmes, effectivement, que les plateformes, tu vois, d'e-book, avec le texte génératif ou avec... Bien sûr. Donc, alors, il y a un autre truc aussi d'ailleurs il y a 2 autres petits trucs que je voulais aussi mentionner sur l'IA et l'audio. Il y a donc des chercheurs de San Diego et de ByteDance, donc ByteDance, ceux qui font TikTok, les vrais, qui ont présenté un super sampler pour l'audio, ça s'appelle Audio SR, pour Audio Super Resolution, et c'est une sorte de DLSS, mais pour le son. Donc si vous avez un son pourri que vous avez samplé en 4 kHz par exemple, donc voilà, un truc avec où il vous manque énormément de fréquences, vous pouvez faire un upsampling en 24 ou 48 kHz et vous avez un son de qualité CD. Alors les démos parlent d'elles-mêmes, je vous laisse aller voir, c'est vraiment bluffant. Donc c'est vraiment de la super résolution, mais pour le son. Et on peut conclure avec HeyGen, qui propose de tuer les comédiens de doublage, hein, littéralement, ça pourrait être marqué sur le site, hein, nous allons tuer les comédiens de doublage. HeyGen, ça permet de changer la langue que vous parlez dans une vidéo. Donc non seulement je pourrais me retrouver à parler allemand, mais en plus, le lip sync sera fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il y aura la synchronisation labiale automatique. Donc ce sera exactement comme si je parlais vraiment allemand. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Beaucoup, ouais. D'ailleurs, sur la page d'accueil, on peut voir Marques Brownlee parler en espagnol et Tim Cook parler en hindi. C'est assez remarquable et ça a beaucoup buzzé, et vous imaginez bien pourquoi, hein. Assez rapidement, il y a plein de vidéos qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux de contenus qui sont dans une langue et qui sont régénérés après derrière dans une autre langue, mais c'est là où on se rend compte la puissance de conviction que représente le fait d'avoir la synchronisation entre le son et les mouvements des lèvres et même du visage. C'est vraiment bluffant. Vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait avec HeyGen, mais je suis à peu près sûr que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Guillaume, pour terminer, un club très select des big boss de la tech pour parler d'intelligence artificielle aux États-Unis. Oh là là, écoute, mercredi dernier, Chuck Schumer, qui est donc sénateur démocrate de New York, a organisé un sommet sur l'IA dans les bâtiments du Sénat. Il y avait du beau monde. Ça, c'est vrai que c'est le maxi beau monde. Tout le Gotha. Il y avait Elon Musk, il y avait Bill Gates, il y avait Mark Zuckerberg, il y avait Sam Altman, il y avait Jensen Huang. En gros, il y avait 22 participants, 14 c'était des PDG de très très grosses boîtes de la tech. Donc il y avait près de 60 sénateurs aussi, qui sont venus voir quand même ce qui se passait. Donc l'intérêt était bipartisan, hein, même si pas mal de monde s'est posé des questions quand même sur le casting, parce que il y avait quasiment que des PDG de grosses boîtes du secteur privé. Ok, super. Où sont les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs, tu vois, Un sénateur républicain a même qualifié de ridicule de voir tous ces patrons de monopole venir dire aux politiques comment les laisser faire le max de pognon.
Et pour le coup, je suis un petit peu d'accord, et c'est quand même incroyable, c'est très rare que je suis d'accord avec un républicain, comme quoi. Évidemment, Elon s'est félicité de ce sommet, hein. C'était un grand service rendu à l'humanité, qui aura des répercussions profondes et historiques, rien que ça. Zuckerberg s'est montré favorable à une collaboration entre le gouvernement et les entreprises privées, et il exhorte les politiques à quand même soutenir l'IA et l'innovation, parce que, oui, les Américains ont une avance certaine dans le domaine, il ne faudrait pas se laisser distancer. Bon, comme le dit Margaret Mitchell, il aurait peut-être été plus malin de faire venir des panels d'experts pour expliquer la situation et de tout mettre en contexte de manière un petit peu plus, neutre, plutôt que de faire venir des grands patrons dont l'intérêt n'est pas, ou en tout cas pas uniquement l'intérêt public. C'est assez dingue de se dire, Guillaume, que tu commences à être d'accord avec des républicains. Enfin, où est-ce que va être cette caution de gauchistes qu'on nous donne souvent dans le podcast? C'est peut-être l'âge, tu sais. Peut-être, effectivement. Peut-être. Guillaume... on va mettre de côté notre sujet autour des intelligences artificielles et il y a toute une autre rubrique que je trouve que tu as savamment rassemblée avec le titre C'est qui le patron? Parce que vous allez voir, on va parler de la manière de gérer et d'orienter les grandes entreprises de la tech, en tout cas quelques-unes que tu as sélectionnées. On va commencer avec les décisions de Meta qui, double surprise, nous amène Horizon avec des jambes. Bon, ça on le savait que ça allait arriver, mais aussi et surtout sur mobile, Guillaume, plus besoin de s'équiper d'un casque hors de prix en réalité virtuelle pour profiter demain de l'environnement de métavers de Meta. Bah écoute, ouais, t'as tout dit, Tu t'imagines quand même ce truc, ce sommet l'IA, t'imagines les regards en con qu'il y a dû y avoir quand même. C'est clair. Moi je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de malheureux accidents, c'est un événement effectivement où il y avait quand même Mark Zuckerberg et Elon Musk en personne. Le café renversé. Je te dis pas quoi. Ils se détestent, ça aurait pu dégénérer en gros fight direct avec pétage de genoux. Ah oui. Bah oui, ça aurait fait mauvais effet évidemment, mais ils pourront toujours le faire dans le métaverse, ouais, effectivement, parce que maintenant on a des genoux effectivement sur Horizon World, c'est une option maintenant que les avatars ont des jambes, ça y est enfin, et que c'est dispo autrement qu'en VR, c'est vrai. Pour l'instant, il n'y a que le jeu Super Rumble qui est dispo, un shooter, mais bon, ça vaut pas un bon match de Free Fight. Et bon, Zuckerberg d'ailleurs, on sent que justement il voulait vraiment profiter de la faiblesse un petit peu de Musk, parce que on ne cesse de réaliser à quel point il a lancé son concurrent de X, donc Threads, précipitamment. Parce que bon, déjà, il y avait plein de fonctions basiques qui manquaient à la sortie. La version web déjà, voire la possibilité de faire des retweets sur la version web qui est venue que jusqu'à... donc qui est sorti que récemment. Et encore la semaine dernière, on a appris que sur Threads, on ne pouvait pas chercher d'infos sur les vaccins ou le coronavirus. Attention, c'est pas l'infox sur les vaccins qu'on ne va pas trouver. C'est carrément les sujets sensibles. Donc on ne peut pas chercher du tout. Alors, c'est une idée, tu blacklistes les termes sensibles. Nude, sexe, gore, vaccin, qui est un terme sensible donc. Comme ça, t'es sûr que les utilisateurs ils tombent pas sur des trucs horribles. Bon, évidemment, s'ils veulent des vraies infos sur les vaccins, ils les trouveront pas non plus. Et de l'aveu d'Adam Mosseri, c'est une mesure temporaire. Alors Meta est habitué à se faire taper dessus en ce qui concerne la modération, du coup, ils ont fait vraiment très gaffe. Donc évidemment, c'est pas très satisfaisant, puisque tu peux pas avoir d'infox, mais tu peux pas avoir d'infos non plus. Mais bon, Threads apparemment n'est pas encore assez bien équipé pour gérer les emmerdements d'un réseau adulte. Il va falloir qu'ils grandissent vite, parce que du côté de chez X, il n'y a plus de limite, on sait plus où ça va. Effectivement, c'est sans limite. Justement, on va parler un petit peu de X, Guillaume, c'est le show de l'actu, ça aussi. Oui, la patronne de Twitter, /X, c'est Linda Yaccarino, et je pense qu'elle a du mal, franchement. Déjà, X est de nouveau accusé de ralentir les concurrents, voire de limiter leur visibilité. On avait déjà parlé, il semblerait que X ralentisse toujours l'accès des liens vers les sites comme Substack ou Blue Sky, ou tout simplement Facebook, ou Threads. On l'avait remarqué en août, il semblerait que ce soit toujours le cas, qu'il y ait des différences très troublantes. Par exemple, Substack se charge toujours 60 fois plus lentement que la plupart des sites, et qui prennent quelques dizaines de millisecondes. Le New York Times ne semble plus affecté par le délai, par contre, il semble que sa visibilité sur X soit bizarrement faible. Tiens. Elle n'a pas bougé sur Facebook. Le nombre de partages hebdomadaires moyens par article s'est passé de 200 à moins de 50 entre août et maintenant, et même Barack Obama semble être affecté. Sam Barack, c'est incroyable. Il est très suivi, et ses posts ont les 10 millions de vues, c'est Barack Obama, quoi. Or, les liens du New York Times qu'il partage sur X ont fait que 800 000 vues, et pour lui, c'est vraiment très peu. Et il y a des gens comme ça, pour qui 800 000 vues, c'est vraiment trop peu. C'est vrai que c'est dingue. C'est fou. En tout cas, donc complot, je sais pas, problème technique, tout est possible, et c'est bien le problème, tout est possible. Si j'étais une marque, une plateforme qui change de règles comme de chemise sur le lubie de son propriétaire, ça m'inspirerait moyennement confiance, d'autant que X ne recule devant rien, puisqu'il attaque carrément l'État de Californie,
qui veut instaurer une loi qui demande aux compagnies de la transparence sur leur manière de gérer leur modération. Donc la loi s'appelle AB 587. Alors pour X, c'est inconstitutionnel, tout simplement, puisque ça va le pousser à retirer du contenu protégé par le premier amendement, mais qui sont vus par l'État comme problématiques, comme par exemple la haine en ligne, l'extrémisme, l'infox, tout ce genre de trucs, parce que voilà, c'est considéré comme problématique, tu comprends, je me demande pourquoi. On croit rêver, d'autant qu'une contrainte tout à fait similaire fait partie du DSA, et que donc Twitter devra se préparer plutôt à la transparence, aussi bien pour la Californie que pour nous, que pour le marché européen. Mais non, au lieu de se préparer, ben non, on attaque au tribunal, c'est tellement malin. Donc l'IDA, je la plains quand même, du coup elle appelle du renfort, elle a recruté une douzaine de nouveaux cadres, dont beaucoup d'ailleurs ont des liens avec l'industrie des médias. Elle-même vient de NBC Universal, et voilà, donc ce sont... en gros, ses potes sont des connaissances, donc on verra bien si l'effet mafia, enfin je veux dire l'effet réseau, permettra de renflouer les caisses de X, on espère pour eux. Tu crois en cette rumeur, alors qui est sortie là encore aujourd'hui, mais Elon Musk se serait exprimé en disant que désormais il voudrait carrément que n'importe quel utilisateur de X passe à la caisse. Mais il a dit, il a dit à Netanyahou, il l'a dit en vidéo en public. Je sais pas comment. Oui, c'est plus qu'une rumeur d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où il le dit, mais bon, pour autant, c'est pas parce qu'Elon Musk le dit que c'est une annonce, on sait comment ça marche, mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse aller dans cette direction-là. Déjà, comment tu le mets en œuvre Tu vois, les gens, ils vont falloir. Ça veut dire que tu es obligé de donner ta carte bleue pour t'inscrire à Twitter. Donc, t'as peut-être un mois d'essai, tu vois, peut-être. Bon, j'y crois pas parce que techniquement ça me semble pas gérable, mais bon, après elle va savoir. Moi je pense que c'est une bonne manière de s'aborder définitivement ce service. S'il veut le tuer, il fait ça, c'est clair. Voilà, c'est ça, se débarrasser du problème définitivement. Bon, est-ce que on peut terminer d'ailleurs avec ce sujet autour de X et de l'anonymat, Guillaume? Oui, parce que sur Twitter, avant, tu sais, t'avais une certification c'était une preuve d'identité. C'était pas génial, mais ça marchait à peu près quand même. Bah oui, voilà, bon, il y avait ce truc-là, et puis après, Elon est arrivé, il a fait un 180, puisque la certification, c'était pour ceux qui payent. Puis après, nouveau 180, nouveau processus de certification qui demande rien du tout, sauf de payer. Et là, donc, nouveau 180, donc ça fait 360, parce que c'est revenu comme avant. C'était bien la peine, je veux dire, entre-temps d'avoir défoncé l'image du réseau. Donc il est comme ça, parce qu'il agit à l'instant. D'ailleurs, sa biographie par Walter Isaacson vient de sortir, et ça le confirme pas mal. Donc il y a un passage qui concerne d'ailleurs l'arrivée de Tesla en Chine. Alors si tu veux faire des usines en Chine, tu dois le faire en association avec des boîtes chinoises, et bon, Musk ne voulait pas. Donc il y a Robin Ren, qui est le gars chargé du dossier, qui a passé des mois à faire du lobbying au gouvernement chinois, et incroyablement ça a marché. Donc ils ont laissé Tesla faire. Donc Ren voulait présenter son plan à Musk, et lui, au fait, il s'en foutait. Il a rien regardé, il a juste demandé s'il pensait que c'était bon, et puis il a dit, bah vas-y. Donc c'est un truc qui revient souvent, c'est Musk ne veut pas céder, et le monde finit par s'adapter à lui plutôt que l'inverse. Ça, c'est beau. J'aimerais bien que ça soit comme ça pour moi. Si ça fonctionnait pour tout le monde comme ça, ce serait magnifique. Enfin, je suis pas sûr que ça fonctionnerait vite longtemps bien, mais bon. Après, ça fait partie de la légende que la bio alimente. C'est une légende très occidentalo-centrée d'ailleurs, si on en croit certains. Isaacson, ça tarde pas vraiment sur la concurrence féroce que subit Tesla en Chine, ni sur les problèmes que pose la guerre du nickel et du lithium, un petit peu partout, et dont Tesla est un acteur majeur. Bon, voilà. D'ailleurs, il parle pas beaucoup des errements de X non plus, mais bon. Il y a quand même un gros scoop, je sais pas si t'as vu, on y apprend que Musk a interféré avec la guerre en Ukraine. Oui, a priori sur une attaque ukrainienne à destination de l'armée russe, effectivement. Ouais, 6 drones ukrainiens qui défonçaient les Russes à Sébastopol, et qui comptaient sur les signaux de Starlink. Évidemment, ça a été un échec, parce que voilà, Elon a tout coupé juste avant, parce qu'il craignait un mini Pearl Harbor. Il avait peur d'une escalade nucléaire. Il voulait pas en faire partie. Est-ce qu'il a vraiment évité une guerre nucléaire? Est-ce qu'il a sauvé le monde? Je sais pas. En tous les cas, il veut pas être mêlé à l'histoire, pas vraiment. Enfin, il s'occupe quand même un petit peu de tout. Par exemple, en ce moment, il y a une vague de grève qui me semble quand même sans précédent aux États-Unis. Parce qu'on avait parlé de la grève des acteurs scénaristes, enfin des acteurs / scénaristes, même s'il y a probablement des acteurs scénaristes, qui se poursuit toujours. Il y a toujours des acteurs dans la rue. Margot Robbie, dernièrement d'ailleurs, qui a défilé avec un panneau. Et bon, dans un domaine connexe, les artistes des effets spéciaux chez Marvel viennent de décider de se syndiquer à l'unanimité, et ils entament des négociations avec la direction. Parce qu'apparemment, c'est pas la joie de travailler chez Marvel aux effets spéciaux. D'ailleurs, c'est probablement ceux qui ont le plus de boulot, parce que les acteurs, c'est pas clair. Et encore plus spectaculaire peut-être, les travailleurs du secteur automobile, qui sont syndiqués à l'UAW, sont eux aussi en grève, avec manif devant les usines Ford, General Motors et Stellantis. Donc le UAW, c'est 13 000 travailleurs, c'est le United Auto Workers Association, et bien sûr, ce syndicat a un compte Twitter, enfin un compte X.
Et il était certifié au sens de Musk avec un badge bleu. Donc badge bleu qui a été révoqué par le réseau le jour même du début des grèves. Et pas de badge, c'est moins de visibilité. Alors est-ce que c'est un coup particulièrement mesquin d'Elon ? Le badge est revenu dans la journée, mais c'est quand même bizarre. Surtout que la grève pourrait avoir des implications en cascade pour un petit peu tous les constructeurs. Ford devrait significativement relever les salaires, et au point, je cite, de doubler le coût du travail, d'après ce qu'ils disent. Or Tesla, d'après Axios, paierait moins bien que Ford et General Motors. Entre 45 et 50 $ de l'heure contre 64 à 67. Et le boulot, d'ailleurs, il serait assez dur, selon les témoignages. Alors, Tesla se défend en disant qu'il paie très bien et qu'il donne en plus des paquets d'actions. Quoi qu'il en soit, ça bouge pas mal au niveau social aux États-Unis en ce moment. Ouais, ça bouge pas mal. Vous allez voir, aux États-Unis, vous en faites pas. On est habitués, nous en France, on survit à ce genre de situation. Vous en faites pas. On va terminer cette rubrique avec le Microsoft de 2023. Ça pourrait, je dis bien, ça pourrait être Google, Guillaume. Ça pourrait être Google, ouais, il est en train de vivre son plus gros challenge judiciaire, le pauvre. Le plus gros procès antitrust depuis longtemps, peut-être depuis 2001, quand Microsoft a été attaqué pour abus de position dominante avec risque de démantèlement quand même à l'époque. Donc depuis le 12 septembre, et pour 10 semaines, le juge Amit Mehta mène le procès qui va déterminer si Google a abusé de sa position dominante sur la recherche sur Internet. Alors le jugement, il est vraiment important, parce qu'il porte carrément sur ce que ça signifie aussi d'être dominant. Et sur comment les gros acteurs sont devenus aussi gros. Donc le but sera de démontrer que les géants de la tech sont devenus géants en utilisant délibérément des stratégies pour étouffer les rivaux. En particulier, Google a signé toute une série de contrats d'exclusivité avec des marques, des navigateurs, voilà, pour faire de lui le moteur de recherche par défaut. Donc c'est le cas d'Apple à Firefox. Et ça lui rapporte des milliards d'utilisateurs. Donc tout ça lui rapporte beaucoup aussi, mais ça lui coûte très cher, et il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de rivaux justement, qui ont les reins assez solides pour se le permettre. Donc Google a gagné une énorme part de marché, et il investit énormément pour qu'elle soit encore plus énorme. En 2022, le montant de ces deals aura atteint 48 milliards de dollars cumulés quand même. Alors effectivement, un nouvel entrant dans le secteur a peu de chances de surenchérir sur 48 milliards. La logique du département de la justice, c'est qu'en payant des milliards pour occuper le terrain, Google nuit à l'innovation, que pourrait lui apporter une concurrence équilibrée. Et là, de toute façon, Google est seul, donc s'il y a des innovations, elles viendront de lui, et donc il peut y aller pépère. Les ramifications de cette position dominante allant bien sûr jusqu'au business de la pub. Il est aussi accusé d'avoir augmenté les prix des pubs, justement d'ailleurs. Le département de la justice a su avoir des preuves de tout ça, et il fera témoigner un économiste, Michael Winston. Et de son côté, Google va se défendre. Alors il va se défendre évidemment en disant que de toute façon, si son moteur de recherche est le préféré des utilisateurs, c'est parce qu'il est le meilleur produit tout simplement. Ensuite, l'axe de Google va être qu'il n'est pas en position de monopole vis-à-vis de ses véritables rivaux. Là, c'est beaucoup plus subtil, parce que Google subit une pression concurrentielle significative via les fournisseurs verticaux spécialisés. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et qu'est-ce que c'est un fournisseur vertical spécialisé ? Par exemple, c'est Amazon. Mais ça peut aussi être Yelp ou Expedia. Et ça peut intégrer aussi d'autres plateformes utilisées pour faire de la recherche, comme TikTok ou Instagram. Un des gros arguments, c'est que les plateformes de médias sociaux, par exemple, sont aussi des régies pubs. Des pubs qui sont en concurrence directe avec Google, donc, tu vois. Alors que les autres moteurs de recherche, c'est pas les vrais rivaux de Google. Et du reste, même si Google Search est énorme, et utilise des masses monstrueuses de données, on peut se lancer avec moins ça, finalement. Et Microsoft, par exemple, a largement les épaules pour repasser la seconde s'il voulait, avec Bing. D'ailleurs, il a un petit peu passé ces derniers temps. Et donc Google va argumenter qu'il ne fait que ça en plus, innover. Il a des tonnes de nouvelles fonctionnalités qu'il ajoute à ses produits chaque année, dont la moitié part à la poubelle 2 ans plus tard d'ailleurs. Il y a une myriade de produits, il y a Maps, Android, il y a l'IA, effectivement, il fait que ça, innover tout le temps. Bon, je sais pas quels arguments vous semblent les plus convaincants. Google, par exemple, peut défendre son bout de gras, mais pour autant, il semble quand même tout à fait conscient qu'il est exposé à ce genre de problème. Parce que c'est un peu cocasse, mais chez Google, on a un vocabulaire spécial, ou plutôt on prohibe certains mots. Et ça depuis longtemps. Depuis 2003 en fait. Google fait attention à ce qu'il dit, aussi bien en public qu'en privé. En 2009 et en 2011, il y a des mémos internes qui ont circulé pour bannir certaines expressions comme enfermement ou enfermé, lié, verrouillé, effet de réseau, effet d'échelle, effet de levier, etc. Donc on ne verrouille jamais nos utilisateurs. On ne fait pas d'effet de levier chez Google. De même, on évite les métaphores guerrières ou sportives. On n'étouffe personne, jamais. Tu vois. Steve Ballmer utilisait cette expression tout le temps et ça lui a pas réussi. Bon, donc Google était tout à fait conscient que ça pouvait tomber.
Et est-ce que c'est aussi pour ça que chez Google, on ne garde pas un historique très long des discussions ? La politique de communiquer avec soin, je cite, implique que tous les échanges doivent s'effacer tout seuls dès le lendemain. On n'a jamais plus de 24 heures d'historique chez Google. Est-ce que c'est un aveu de culpabilité de plus pour le département de la justice, peut-être? Je ne sais pas. Toujours dit que c'est un procès à haut risque pour Google, parce que s'il perd, il peut être exposé à des amendes, des changements de pratiques importants, voire un démantèlement. Donc c'est une grosse affaire à suivre jusqu'à la fin de l'année au moins. Donc, oui, au moins, oui. On va reparler sans aucun doute. Il y aura un fil rouge autour de ce sujet, c'est indéniable. On met de côté tous ces sujets bien trop anxiogènes, Guillaume, et tournons-nous vers des sujets qui sont forcément source de bonheur, parce que tout le monde s'entend bien et se tient la main, c'est celui des jeux vidéo. Voyons, le jeu, Guillaume, est-ce que tout le monde ne s'entend pas merveilleusement bien ? Peut-être pas forcément. On va parler de Unity, qui est ce moteur de jeux vidéo, qui a pris une décision, alors sur le plan commercial, qui n'est pas de nature à ravir tout le monde, et en particulier pas les développeurs de jeux vidéo indépendants, Guillaume. Ouais, même personne. Oui, en fait, c'est vrai que c'est le dossier jeux vidéo de la semaine. Évidemment, c'est Unity. Et ses nouveaux tarifs. Donc Unity a réussi en quelques jours à se mettre absolument tout le monde à dos. Je pense que strictement personne n'est content du changement. Alors depuis 2010, Unity, c'est un moteur de jeux vidéo gratuit avec des options de souscription. C'est $40 mensuels pour bénéficier d'un support, et $150 si vos bénéfices dépassent les $200 000. Pour les très grosses boîtes, il y aura aussi une licence entreprise. Et là, quelle idée géniale, Unity a voulu passer à une licence basée sur le nombre d'installations. Donc du coup, c'est devenu, ça va devenir, en tout cas a priori, le 1er janvier 2024, 20 centimes par installation au-dessus d'un seuil qui dépend de votre souscription. Souscription plus pro ou entreprise. Donc au-dessus de 100 000 installations pour plus, vous devez 20 centimes à chaque installation supplémentaire à Unity. 15 centimes si vous êtes Unipro, etc. Et là, la question qui vient immédiatement, c'est mais comment tu les comptes, le nombre d'installations ? C'est vrai ça. Déjà, ça veut dire que tu as un spyware dans ton jeu, de base. Forcément. C'est vrai. Qui téléphone à papa, maman, dit un truc. C'est tellement vrai. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il faut être connecté à Internet à l'installation, parce que sinon il va refuser. Hey. Est-ce que tu comptes les installations dans le cadre des abonnements comme le Game Pass ? Est-ce que tu comptes les installations pirates ? Est-ce que tu comptes les réinstallations ? Est-ce que tu comptes, quand tu installes un truc Humble Bundle, comment ça se passe ? Quand tu fais quand tu donnes des démos, comment ça se passe ? Quand les gens te demandent un remboursement sur Steam, comment ça se passe ? Ça ressemble à une décision un peu hâtive. Voilà, et le free-to-play, comment ça se passe ? Parce que surtout, ça veut dire qu'il faut faire suffisamment de fric par installation, en moyenne, pour pouvoir rester à flot. Ce qui est loin d'être évident en réalité, parce qu'il y a beaucoup de petits acteurs qui font finalement très peu de fric à chaque jeu vendu, au final, tu vois. Bon, le backlash a été immédiat et massif. Tout le monde a exhorté Unity à changer d'avis. Certains ont annoncé leur intention de migrer vers un autre moteur, beaucoup en fait. Parce qu'en plus, le changement s'est fait de manière unilatérale et que ça va aller très vite. 1er janvier, c'est demain, quoi. Donc le rejet est allé très loin. Mais à l'échelle du développement d'un jeu vidéo, c'est quand même pas évident. Tu te retournes pas en 3 mois sur des projets entamés parfois depuis des années. C'est mort. Pour un projet qui est en cours, c'est fini, c'est mort. Par contre, évidemment, pour les prochains projets, ça va chier pour Unity. Forcément. Donc le rejet et même s'ils reviennent en arrière, d'ailleurs, le message est lourd de conséquences, parce que tu peux te dire, ils nous ont fait le coup une fois, même s'ils reviennent en arrière, tu peux te dire, c'est pas fiable. La confiance est brisée. Il y a même eu des menaces de mort qui ont été jugées assez crédibles. Voilà. Ah merde. Et ça a même été jugé assez crédible pour justifier la fermeture de 2 bureaux et l'annulation des meetings au siège de l'entreprise. Pour le coup, ça craint quand même. Putain, quand ça va jusque-là, c'est dingue. Alors, devant la frustration, Unity a vite clarifié certaines choses. Par exemple, les installations, dans le cas du Game Pass, ce sera exempté. Quand il y a des ventes de charité aussi, il faut définir ce que c'est qu'une vente de charité, tu vois. C'est pas évident. L'installation initiale seulement sera facturée, pas une réinstallation, donc il faut leur faire gaffe à ça. Bon, alors, tout ça, c'est un peu le minimum, j'allais dire, c'est un peu heureusement, parce que quand même, faudrait pas déconner, mais ça change pas le cœur du problème. De facturer l'installation, c'est, plutôt qu'au revenu, c'est débile. Et cher, surtout quand tu vois le tarif d'Unreal Engine, parce qu'Unreal Engine, c'est 5% du bénéfice au-delà de 1 million de revenus. Donc la colère contre Unity, elle est pas calmée. Et hier, donc le 18, Unity promettait dans un tweet de revenir sur une nouvelle grille tarifaire. Mais il faut pas s'attendre à des miracles. Parce que d'après Jason Schreier, un enregistrement qui devait passer au meeting annulé ferait état d'un plafonnement à 4% du chiffre fait par un jeu, qui devait être supérieur à 1 million. Donc quid des petits studios, c'est pas clair. Les devs pourraient aussi reporter eux-mêmes leur stade d'installation.
C'est encore peu clair d'ailleurs, c'est peu probable que ça suffise. Bon, voilà, je pense que c'est un peu mort. Comme tu dis, la confiance est brisée. De son côté, Unity veut de toute façon manifestement changer de business model parce qu'il veut du pognon. Voilà, c'est tout. Hein. Unity est rentré en bourse en 2020. Il a racheté des boîtes à tour de bras comme Weta Digital quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Et maintenant, peut-être qu'il cherche du fric par tous les moyens. Et n'oublions pas que c'est quand même John Riccitiello qui est aux manettes, que c'est comme l'ex-PDG d'Electronic Arts. Donc bon. La signature est là. Tu vas parler un petit peu, Guillaume, de quelque chose que je sais être un succès. Je le sais parce que tu nous l'as dit, je sais parce que je l'ai vu, je sais parce que j'ai des témoignages qui me le disent, mais je ne le mesure toujours pas. Je confesse dans mon foyer être encore aujourd'hui protégé de cela. C'est Roblox, Guillaume, avec la Roblox Developer Conference. Oui, c'était la semaine dernière, c'était la RDC, comme rez-de-chaussée. Sauf que là, c'est vrai que moi, la Roblox Developer Conference. Alors ok, Roblox, ça vous évoque peut-être des jeux moches, et des jeux moches et tout pétés auxquels joue votre petite nièce de 5 ans. Ouais. Et c'est vrai, sauf qu'elle est pas seule. Et ils sont 65 millions à utiliser Roblox chaque jour quand même. Et ça va encore augmenter puisqu'il arrive sur PlayStation. Et donc, ce sera une légion, une armée de petites nièces et de petits neveux comme ça qui se baladent dans ce qui est de fait un métavers, ça y est. Et oui, Roblox a été téléchargé d'ailleurs plus d'1 million de fois sur MetaQuest. Donc Roblox en VR, ça a l'air de marcher aussi. Et il se diversifie, il s'étend, il veut saisir sa chance de devenir une plateforme de création / consommation de contenu, comme Fortnite un petit peu. Hein. Et donc il veut attirer toutes les classes d'âge. Donc on avait évoqué l'arrivée du contenu mature sur Roblox. Donc interdit aux moins de 17 ans, Roblox est massif. Hein, et donc il offre une conférence à lui, avec plein de nouveautés, pour les créateurs et les utilisateurs. Alors, c'est qu'on peut faire une carrière chez Roblox, hein, puisqu'il y a littéralement un bâtiment dans Roblox où tu vas pour te faire conseiller si tu veux devenir un pro de Roblox, une sorte de pôle emploi Roblox, je sais pas. Donc, les créateurs pourront d'ailleurs vendre des outils, des objets 3D, des textures, et ils vont garder la totalité de leurs bénéfices. Apparemment, Roblox ne prendra pas de commission à partir de l'année prochaine, d'autant qu'à côté de ça, on pourra utiliser des Robux, donc la monnaie in-game, mais aussi des dollars sur le marketplace. Et pour les créateurs, Roblox va aussi déployer des outils IA, et donc vous pouvez discuter avec un chatbot pour décrire la scène ou l'objet que vous voulez, et ça se créera en temps réel directement, c'est directement exploitable. L'assistant Roblox va démocratiser quand même un maximum la création de jeux, donc ça devrait arriver pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Ça me fait rire qu'ils disent Robux. Les Robux, ouais. Les Robux. Et puis des annonces de la part des grands du jeu vidéo, à savoir Nintendo et Sony. C'était le Nintendo Direct et le State of Play que tu as suivi, Guillaume. Ouais, il y avait beaucoup de Mario à ce Nintendo Direct quand même. Hein. Ah oui. Presque trop. Des Mario and Friends, puisqu'on a eu des Mario vs Donkey Kong, du Mario RPG, du Paper Mario, du Mario Wonder, du Princess Peach Showtime, du Luigi's Mansion 2, si ça c'est pas capitalisé sur leur succès stratosphérique du film Mario. Donc ils ont super malin chez Nintendo, hein. Ils savent mener leur barque. Je pense pas que ce soit demain que Microsoft va pouvoir les racheter. D'ailleurs, t'as vu ce courrier de Phil Spencer qui est sorti pendant le procès avec la FTC? On a plein d'infos croustillantes du coup. Hein. Là, il y a plein d'infos et donc c'est clair, hein, ils y pensent toujours très sérieusement. Hein. Il y a 20 ans, ils avaient essayé effectivement ils avaient vraiment carrément proposé de racheter Nintendo. Et donc ils y pensent toujours très sérieusement. En 2020, Phil Spencer en parlait encore. Ce sera même un grand moment pour sa carrière. J'imagine, oui. C'est sûr. Oui. Sauf que ça arrivera sans doute pas du tout, ou en tout cas pas tout de suite. Il y a du scoop vraiment dans ces documents. Il y a aussi d'ailleurs des trucs sur la stratégie Xbox, mais on en parlera dans le supplément. Donc revenons au Nintendo Direct. Il y avait pas mal de rétro aussi quand même. Hein. Donc Luigi's Mansion 2 d'ailleurs c'est du rétro, c'est du HD. Mario RPG c'est et Mario vs Donkey Kong aussi, ce sont des rééditions. Hein. Mario vs Donkey Kong c'était un jeu DS. Et d'ailleurs on avait aussi le remaster des Tomb Raider 1 à 3. Remaster vite fait, parce que c'est un peu plus joli, mais ça reste très très daté, c'est sûrement fait exprès d'ailleurs, ça reste un peu rétro. Donc voilà, c'est pas les graphismes de Shadow of Tomb Raider. Hein. Puis on a aussi un remake de Contra, enfin une réimagination moderne, voilà, entre guillemets, des guillemets partout, de Contra, un nouveau Prince of Persia à l'ancienne, hein, donc en 2D, et un remake des jeux Another Code, qui sont des jeux pas très très connus en fait, mais c'est des jeux d'aventure sur DS aussi, qui étaient pas très connus, mais vraiment pas mal. Mais bon, l'annonce que tout le monde attendait, c'était quoi? C'était le F-Zero. Un nouveau F-Zero. Eh ben pas du tout. C'est pas du tout un nouveau F-Zero, c'est l'original Super Nintendo, mais avec 99 autres joueurs. F-Zero 99, c'est pareil que Tetris 99. Ça a l'air très sympa. C'est juste un F-Zero multijoueur, massivement multijoueur.
Donc ça a l'air très très cool. Mais je suis quand même un peu déçu. Et je suis fasciné par l'obstination de Nintendo à ne pas sortir de nouveau F-Zero. Ouais, c'est vrai. Ils font 35 Mario par an, mais F-Zero GX, il a 20 ans et c'est le dernier. C'est vrai que c'est assez incroyable. Bon, après, il y a eu aussi plein d'autres trucs. Voilà, je sais pas si tu as vu Détective Pikachu, encore un nouveau. Ah oui. Alors, il y a Eastward qui arrive sur Switch. C'est très bien, Eastward. Oui, vas-y. J'ai regardé ça malheureusement de très très loin. Je m'interdis de regarder ces vidéos parce que, à l'image des conférences Apple qu'on décriait au début, ce sont des incitations à s'intéresser à ce qu'ils proposent. T'as très envie d'y jouer et je repense à la longue liste que je me suis faite dans un coin de ma bureautique de tous les jeux auxquels j'aimerais jouer et qui sont déjà sortis. Alors presque maintenant, je me refuse à regarder ces conférences maintenant. Tu vois, je me fais violence. C'est dur, hein. Il y a Super Mario Wonder qui n'était pas là, annoncé au Nintendo Direct, qui a été annoncé avant, mais qui me fait envie. Je vais résister, Guillaume. Et en plus, Sony s'y met. Oui, oui. Peut-être moins de State of Play. Moins de choses plus excitantes. Enfin, c'est pour moi, hein, en tout cas, c'était moins excitant que le Nintendo Direct, mais bon. Oui, enfin il y avait des trucs sympas quand même. Il y avait Frontiers of Pandora par exemple, on a vu quand même donc le prochain jeu Avatar d'Ubisoft qui a l'air très fan, moi. Qui a l'air vraiment très beau. Enfin moi j'aime bien. On court, on chevauche, on vole dans la cambrousse fluo, ça donne envie. Ouais, je trouve plutôt sympa. Enfin, en tout cas visuellement déjà c'est pas mal. Et puis il y a eu des jeux VR, enfin des jeux VR qui ont l'air d'être des blockbusters, parce qu'il y a eu le remake des Resident Evil 4 qui passe en VR, et il y a Ghostbusters aussi qui arrive. Le RE4 en VR a l'air quand même bien flippant comme il faut. Est-ce que c'est un système seller? Je sais pas, mais bon, c'est quand même pas mal. Bon, après il y a eu pas mal de 2, il y a eu Helldivers 2, Spider-Man 2, Ghost Runner 2, Final Fantasy 7 2, puisque la deuxième partie du remake. Et puis ça y est, la PlayStation a aussi son Splatoon, qui s'appelle Phone Star. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vraiment Splatoon, mais ça ressemble pas. Enfin, c'est Splatoon, mais ça ne ressemble pas à Splatoon. Hein. Ça ressemble pas à Splatoon parce que c'est beaucoup moins. C'est pas de la peinture, enfin. Ça n'a rien à voir. C'est de la mousse. Mais c'est de la mousse. Ça n'a rien à voir. Tu surfes sur de la mousse, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est mignon, c'est coloré, c'est excitant. C'est mignon. On avait aussi, et tu dois le souligner, c'est très important, des nouvelles couleurs de PlayStation qui arrivent, des rouges, des bleus et de l'argent. Là aussi, hein, on se demande si vraiment les constructeurs devraient pas aussi envisager de se remettre en question sur ce genre de proposition. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode, d'avoir tenu durant tout cet enregistrement malgré ta santé qui t'a fait des siennes. Et puis, évidemment, si vous appréciez Tech Café, si vous trouvez que ça un rôle important dans votre quotidien, dans votre transport, durant le sport ou durant vos tâches ménagères, rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager de nous soutenir. Rendez-vous aussi sur les apps de podcast comme Apple Podcast ou comme Spotify pour nous laisser des belles étoiles et des belles évaluations qui montrent à la terre entière la qualité de Tech Café. Mais vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord, ou encore nous retrouver à titre individuel. Et oui, je suis heureux de vous l'annoncer. Vous pouvez nous joindre, et en l'occurrence toi, Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Là, on me retrouve au pieu, là. Très bientôt, par contre. Ça va être nécessaire. Merci, Guillaume. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Guillaume Vendée sur les réseaux sociaux, tout attaché, ou guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.